Une des raisons pour lesquelles en fait, j'avais envie de montrer ce film, parce qu'évidemment, quand on doit choisir dans la galaxie Ford, vous imaginez que le nombre de films disponibles au choix, le nombre de grands films est très important. C'est qu'il me semble que c'est aujourd'hui un film qui est moins vu et moins connu que certains autres films de Ford. Beaucoup connaissent le massacre de Fort Apache, la charge héroïque, la prière du désert, même Vers sa destinée, L'homme qui tue à Liberty Valence. Enfin, la liste elle est longue des films de Ford qui sont rentrés véritablement dans le patrimoine des classiques, qui sont même encore aujourd'hui étudiés, alors que Kate Hart m'a valé beaucoup moins, bizarrement. Alors que ça a été un immense succès à l'époque où le film sort en 41. Hein, et peu à peu, alors on se posait la question, mais pour quelle raison finalement ce film de Ford est enfin, c'est pas qu'il est moins connu, c'est qu'il a sans doute un statut qui est moins éclatant que certains autres films. Peut-être parce que, d'abord, c'est sans doute l'un des films, ou peut-être le film le plus mélodramatique de Ford. Là, on est vraiment dans un mélodrame pur. Hein. C'est que, enfin, j'espère que certains d'entre vous ont versé une larme. Ou alors, faut aller consulter dès lundi, quoi, parce qu'il y a quand même, à mon avis, il y a un problème. Mais c'est vraiment un film, c'est un vrai mélodrame. Et souvent, c'est vrai qu'on a eu nous du mal en France pendant des années, au moins jusqu'à fin des 50, début 60, pour reconnaître la puissance du mélodrame. Et souvenez-vous de cinéastes comme Douglas Sirk, par exemple. C'est peut-être l'homme qui a fait Mirage de la vie, un des plus beaux films du monde, qui a pendant longtemps été peu considéré par la critique, jusqu'à ce qu'on se rende compte finalement c'est un grand cinéaste. Et c'est d'ailleurs un cinéaste allemand, en l'occurrence Fassbinder, qui avait aidé à la reconnaissance critique de Douglas Sirk en France et en Europe. Bon. Alors, une des raisons pour lesquelles Kate Hart m'a valé est peut-être moins reconnue, il y a sans doute ça, et c'est aussi, à mon avis, une autre raison, c'est que c'est un film, qui évidemment, comme la plupart des films de Ford, dont il n'a pas écrit le scénario, ça j'y reviendrai, hein, c'est un pur film de commande, et en même temps, c'est sans doute un des films les plus justes sur ce qu'est John Ford. Hein. Et il disait d'ailleurs lui-même que c'était son film préféré de toute sa carrière. C'est le film dans lequel il se reconnaissait le plus. Si on devait choisir un film fordien, Ford disait bah, c'est Quelle était verte ma vallée. Alors c'est intéressant, alors qu'on aurait plutôt tendance a priori à choisir un des films de la trilogie de la cavalerie, un film avec John Wayne, enfin peu importe. Non, non, pour lui c'était vraiment ce film-là. Et c'est vrai qu'à mon avis, ce film-là, c'est la quintessence absolue de ce qu'est le cinéma de John Ford. C'est-à-dire que tout ce dont on a un peu déjà parlé, dont on parlera par la suite, tout est contenu dans Quelle était verte ma vallée, avec pour moi la grande puissance de ce film, c'est que c'est à la fois un mélodrame, hein, mais en même temps un mélodrame ambigu. Et je pense que c'est ça la beauté de Quelle était verte ma vallée. Alors je ne sais pas, lorsqu'on découvre la première fois, si on a tout de suite conscience de ça, mais c'est un film qui passe son temps, on pourrait dire, à enjoliver, à embellir le passé. J'y reviendrai. Hein, d'ailleurs, c'est un film qui est un rêve. Attention, hein, c'est pas du tout. L'ouverture du film, elle est très très importante quand on voit cet homme qui remet dans le châle de sa mère, le châle qu'on voit à la toute fin du film, qui est une façon assez belle d'ailleurs de retisser un lien entre l'ouverture qu'on a vue et le dernier plan de la mère avec le châle, parce que le châle qu'utilise au début cet homme d'une cinquantaine d'années avant de quitter la vallée, c'est le châle qu'on a vu sur la tête de la mère à la toute fin du film. Ça, c'est la multitude de signes discrets dont Ford est un génie. C'est vraiment, il est capable, c'est ça qui est formidable chez lui, c'est qu'il y aura toujours un plan, une ombre, un mouvement de caméra, un déplacement du corps dans l'espace plutôt qu'un dialogue. Hein. Et d'ailleurs, pour moi, une des plus belles séquences du film, je reviendrai après, c'est évidemment le mariage de Maureen O'Hara. Hein. Séquence très très célèbre, notamment à cause du voile qui s'envole. Hein, parce que c'est devenu une des légendes mythiques du cinéma, cette espèce de vent divin qui d'un seul coup a fait lever le voile de Maureen O'Hara pendant la séquence. Il est tellement divin que Ford avait organisé des machines avant pour que ça arrive. Mais pendant très très longtemps, on a pensé qu'il y a que sur les tournages de films de Ford qu'il y a des moments de grâce pareils. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais cette séquence, j'y pense là tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'elle contient, à mon avis, une clé de la mise en scène de John Ford. Parce que c'est toujours intéressant et en même temps complexe de se dire mais qu'est-ce qui fait que c'est un film fordien ? Et en même temps on le reconnaît tout de suite. Alors c'est pas uniquement par rapport au thème, effectivement la famille, on aura compris, c'est pas uniquement par rapport à la vision, on pourrait dire un peu pastorale d'un Éden perdu. Ça c'est un truc typique de John Ford qu'on a évidemment là. Et d'ailleurs Ford a été le plus nostalgique avec bizarrement les films qui se passent en Irlande. C'est-à-dire que bizarrement la terre promise perdue chez Ford, c'est plus l'Irlande, en l'occurrence là qui n'est pas du tout tourné en Irlande, j'y reviendrai, hein, de Quelle était verte ma vallée, ou de L'homme tranquille, un film qu'il réalisera bien plus tard avec John Wayne,
et Maureen O'Hara à nouveau, plutôt que la Terre promise américaine. Ça, c'est un détail intéressant, parce que je rappelle qu'évidemment que John Ford a des origines irlandaises, et les puristes auront peut-être remarqué que les chants dans le film qu'on entend sont pas du tout des chants gallois, ce sont des chants irlandais. Et à l'époque, on l'avait reproché à Ford en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est au pays de Galles, a priori, et ils se chantent tous des chants irlandais. Il lui disait, c'est pas grave, ce qui compte, c'est l'ambiance, c'est l'émotion. Et il disait, moi, quand je vais filmer au Pays de Galles ce film-là, cette famille-là, j'y reconnais ma famille. Ford était le cadet d'une famille de 13 enfants. J'y reconnais ma famille, j'y reconnais l'Irlande, ceux que je connais, etc. Et que ça se passe au Pays de Galles, ou bien, je sais pas, dans d'autres pays, ou aux États-Unis, ou en Irlande, tout ça c'est pareil. Et donc il assumait complètement non pas ces anachronismes, mais ce que les puristes un peu bornés prennent pour des erreurs historiques, tout simplement. Et c'est vrai que les chants qu'on entend dans le film sont évidemment irlandais. Et donc, oui, qu'est-ce que c'est qu'un film de Ford? Et il me semble qu'il y a quand même dans cette fameuse séquence du mariage de Maureen O'Hara, sur laquelle je reviendrai, parce que pour moi c'est une des plus belles séquences de l'histoire du cinéma. Vraiment, je pense c'est absolument admirable. Et notamment, et cette séquence est admirable. Pourquoi elle est admirable? Ou grâce à quoi? Grâce à la mise en scène de Ford. Pas tant ce qu'elle raconte, on le comprend très très bien. On le comprend, voilà, un mariage un peu contraint, forcé, l'homme qu'elle épouse n'est pas l'homme qu'elle aime, etc. Ça oui, sur le papier, ça peut donner le pire et le meilleur. Et là, ça donne le meilleur pour plein de raisons, et notamment pour une idée de génie qu'a Ford, à mon avis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où on suit donc la sortie de l'église, séquence qui est là pour contraster avec le mariage précédent d'un des fils Morgan, qui justement, l'écart crée du sens dans la séquence 2, d'une certaine façon. Parce qu'on a vu la joie, l'espèce d'euphorie, le jeté de riz, les chants de la chorale qui se mettent en place, l'espèce de joie de tous les individus qui participent, y compris des mariés, et qu'on tombe sur le mariage numéro 2, l'écart est monstrueux. Et on comprend évidemment à la fois l'écart et la douleur de cette femme qui se marie à l'homme qu'elle n'aime pas. Mais l'homme qu'elle n'aime pas, il est là. Et évidemment, il est dans le fond du plan. Vous vous souvenez, on le voit, le prédicateur Gudifrine, et avec uniquement ce plan, on voit donc le couple en train de partir. Voilà, c'est pas très. Alors, on pourra d'ailleurs réfléchir ou délirer sur le sens du voile qui s'envole. Pourquoi est-ce que Ford voulait que le voile de la mariée s'envole à ce moment-là précisément? Bon. Et donc on la voit qui passe, tout le monde est un peu sinistre, se force à faire la fête, et dans le fond du plan, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce personnage, joué par Walter Pidgeon, on le voit sortir de la droite à la gauche du cadre, il est comme une espèce de silhouette, il regarde cette femme sans partir, qui regarde son destin partir. Il sait que, voilà, et d'ailleurs, il en est largement responsable. C'est ça, chez Ford, c'est toujours ça, le destin, c'est ce que vous faites du destin qui compte. Le destin, il est là, les événements sont là, l'histoire est là. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Et lui, il n'a rien fait. Lui, il s'est sacrifié. D'ailleurs, vous avez vu le tout dernier plan du film, lorsqu'il remonte de Charlot de la Mine, il a évidemment une position christique. L'homme, il a tout sacrifié. Mais il a sacrifié pourquoi? Pour rien. C'est ça qui est très très beau dans le film, c'est qu'il n'y a même pas de leçon. Il a sacrifié strictement pour rien. Et donc, on voit à la fin, on le voit lui dans le fond du plan, et uniquement par la silhouette, par son apparition, le fait qu'il est un peu abattu, le fait qu'il soit mis hors champ, qu'il n'apparaît plus dans l'histoire et dans le dessin de cette femme, ça c'est une idée, à mon avis, de génie. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment un mauvais cinéaste, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait, au moment de cette séquence-là, allé chercher un plan, ou un gros plan, du visage de Walter Pidgeon, pleurant, et rangeant son frein, c'est terrible ce qui m'est arrivé, la femme que j'aime s'en va. Ça, un mauvais cinéaste, il aurait fait ça. D'ailleurs, on est tellement habitué à ce type de mise en scène un peu académique qu'on attend le moment où on va avoir le plan de Walter Pidgeon, parce que finalement, les deux vrais sujets de la séquence, c'est évidemment elle et lui. C'est un couple. Et en fait, cette séquence-là, elle filme deux couples. Elle filme elle et son mari, qui lui d'ailleurs a autant de présence qu'un gastéropode. Ford s'en fout complètement. Et là, il le traite comme ça dans le plan. Et pourquoi il le traite comme ça? Parce que ce type-là n'a aucune importance, il ne compte pas. Donc c'est un faux couple. Le vrai couple, c'est cette femme qui est à l'avant-plan et l'homme qui est au fond. Et là, évidemment, là où le film est extraordinaire, c'est que plutôt que d'aller chercher un gros plan, il se sert uniquement de la silhouette. Ça, c'est un truc typique du cinéma de John Ford. Comment les corps dans l'espace, une silhouette vaudra toujours mieux que le discours, un gros plan, larmoyant, une phrase, un dialogue, peu importe. On comprend uniquement par cette silhouette dans le fond du plan que l'homme, maintenant, il est absent, qu'il a disparu, qu'un abîme sont entre les deux, qu'en fait, ce n'est plus qu'une silhouette et qu'il a raté sa chance. Et la douleur, il l'exprime par un plan très large, ce qui n'est pas si fréquent au cinéma. Généralement, très souvent, les affects du spectateur, on va les chercher par des gros plans.
on va les chercher par des dialogues. Hein. On va aller, un personnage voilà, est ému, enfin peu importe, c'est le gros plan sert à ça, ou le dialogue sert à ça. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Ford, c'est que la dimension, on pourrait dire, élégiaque, et là en l'occurrence mélodramatique, et elle est d'autant plus forte et d'autant plus impressionnante qu'il n'y a pas de gros plan. Il n'y a pas un plan qui vient souligner une émotion d'un personnage. Tout se passe par des détails dans le plan. C'est le voile, c'est la joie ambiante, c'est la composition du cadre, l'absence qui est au fond, le type dont on ne voit que la silhouette, etc. Ça, c'est pour moi, s'il y avait un plan fordien à retenir de ce film-là, enfin une séquence, ça serait exactement celle-là. Je pense que là, on a tout l'art de John Ford. Et d'ailleurs, cette idée-là, on peut la reprendre pour toutes les séquences. La séquence du départ des fils, par exemple, qui est aussi une très très belle séquence du film. C'est quoi le sujet de cette séquence-là? Le sujet d'abord, c'est évidemment le fait qu'il y a un moment, l'autorité du père, de fait, ne suffit plus. Ou en tout cas, elle va être contestée par un autre désir, une autre pulsion, une autre force, qui est celle de l'injustice que ressentent les fils. Enfin, certains des fils, quasiment tous. Bon. Et là où la séquence est très très belle, c'est que ça raconte tout simplement l'histoire, à ce moment-là, ça raconte pas l'histoire des 4 fils qui s'en vont, ça raconte l'histoire d'un père qui, en l'espace d'une séquence, perd l'autorité. Hein, est en train de, c'est le moment tectonique de sa vie, d'ailleurs presque bien plus que sa mort, parce qu'il est mort depuis longtemps, Donald Crisp, hein, le père, avant de mourir vraiment. Il est mort dans cette séquence-là. Il meurt au moment où les fils disent on te respecte peut-être, mais on s'en va. Et comme lui est un peu rigide, j'y reviendrai, parce que c'est un drôle de personnage, le personnage du père. Hein, le père les laisse partir. Pourquoi? Parce qu'il est attaché de façon, sans même avoir à juger d'ailleurs, de façon extrêmement forte et presque un peu archaïque à ses principes. Et il ne voit pas le temps, il ne voit pas le mouvement de l'histoire. Et que dans le mouvement de l'histoire, il y a une autre force qui arrive. Effectivement, c'est l'injustice, c'est le fait qu'on puisse répondre. Et l'autorité du père, c'est d'une certaine façon aussi l'autorité des gens de la mine. Hein, il y a un moment donné, il faut accepter le fait qu'il y ait une révolte. Ce qui est très, très beau dans le film, c'est comment la révolte sociale devient une révolte à l'intérieur de la famille qui n'est pas acceptée par le père. Et ça, il va mettre, évidemment, c'est là qu'il meurt, à petit feu. Il va mettre beaucoup de temps à s'en rendre compte, etc. Avec le petit gamin, j'y reviendrai, qui lui voit des choses mais ne comprend pas tout exactement ce qui se passe. Et donc cette séquence-là, elle est très très belle, parce qu'évidemment, tout est dit sans dialogue. Le vrai sujet, c'est ça, c'est la fin d'un père. Et comme ce père-là, il incarne la communauté, il incarne d'abord la famille et un certain modèle familial, il incarne la communauté, et il incarne cette petite ville, et il incarne un certain mode de vie. Donald Crisp, si vous voulez, dans le film, le père Morgan, de certaine façon, c'est l'incarnation de quelque chose qui est en train de disparaître. On dirait presque un film de Visconti, si vous voulez. Hein, c'est vraiment le moment où, comme je vous l'avais dit au moment de Vers sa destinée, que la plupart des grands films de Ford se situaient à des moments de transition. Entre la fin d'une période et le début d'une autre. Et les grands films de Ford se sont tous situés, comme Visconti d'ailleurs, exactement à des moments de croisement où il y a une époque s'achève, hein, une façon d'être, de se comporter, un certain type de rapport à la famille, à la communauté, peu importe, est en train de s'achever et un nouveau modèle apparaît. Et ce nouveau modèle, il a souvent dans le cinéma de John Ford le visage, on pourrait dire, de la post-industrielle plutôt et capitaliste. Hein. N'oubliez pas que 2 ans avant le Caveat of Ma Valley, John Ford réalisait Les Raisins de la colère. Hein, j'y reviendrai évidemment parce que c'est un film qui est presque une sorte de queue de comète qui s'inscrit dans la queue de comète des raisins de la colère. Vous avez tous vu Les Raisins de la colère, hein? Vous voyez bien combien est-ce que c'est un film qui est travaillé par des questions similaires, mais c'est un film qui décide finalement de mettre à un niveau, on pourrait presque dire, mythologique, ce qui était un niveau politique dans Les Raisins de la colère. Bon, j'y reviendrai après. Et donc cette séquence-là du repas, elle est très très belle, parce qu'évidemment c'est la fin d'un père, c'est la distance, n'oubliez pas que la séquence commence, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un plan large où on les voit tous attablés. Hein, cette espèce d'ordre qui fonctionne très très bien, l'ordre familial, ils ont tous leur place, on ne parle pas à certains moments, il faut prier, on ne touche pas le pain, il y a des codes extrêmement rituels et précis. Et au fur et à mesure de la séquence, Ford se met à découper, qui va aller chercher le fils, etc. Et puis un des autres fils, la non-réaction du père, la mère. Autrement dit, en décidant, parce que Ford est quelqu'un qui, vous avez peut-être pu vous en rendre compte et vous en rendez compte de plus en plus, est quelqu'un qui ne montait pas pour rien. Ça veut dire que quand il coupe, c'est qu'il y a une raison de couper. Il aimait beaucoup les plans plutôt larges, il y a beaucoup de plans plutôt larges chez Ford en général, parce que lui, contrairement à d'autres, sait mettre de l'affect dans les plans larges, il sait rendre un plan large émouvant, ce qui n'est pas évident, et il sait les rendre émouvants
parce on ressent les affects intimes de certains des individus, parce que ça peut être très émouvant de voir une foule, de voir une danse, etc. Ça, bien sûr, mais là où il est très très fort, c'est qu'il arrive à rendre émouvant en plan large des rapports entre des individus en particulier. Ça, c'est, à mon avis, ça c'est absolument remarquable. Et donc cette séquence-là du repas, si vous voulez, elle montre par la mise en scène, et pas tant par ce qui se dit, même si on le comprend évidemment, la dislocation de la famille. C'est qu'au plan large, vous avez vu dans la première partie du film, avant cette séquence-là, au cours des 20 premières minutes, Ford insiste sur les plans larges. C'est-à-dire que ce que l'un fait, tout le monde le fait. On se lave ensemble, on se décrasse ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Même quand on vient présenter la belle-sœur au futur mari, il faut que les frères soient là. Il y a le père qui les appelle, venez vous mettre en rang d'oignon. Parce qu'il faut que le plan il soit là. Il faut qu'il y ait le plan, tout simplement. Il faut qu'il y ait cette séquence où la famille est réunie. Comme une sorte d'organisme vivant, je dirais pas, enfin homogène, en tout cas qui vit selon un certain type de mode de vie, qui respecte des rituels, etc. Et l'image de la famille chez Ford, de cette communauté au début du film qui marche, évidemment, comme toujours ce qui intéresse Ford, c'est le moment où ce qui marchait ne marche plus et pourquoi. Au début, ça marche, donc il privilégie, il multiplie les plans d'ensemble de cette famille-là, où ils sont ensemble, où ils font tout ensemble. Et le moment où Ford va casser ce principe-là, alors évidemment, après, il faudrait presque revoir le film avec une télécommande et faire des arrêts sur image. Au moment où il va le casser, c'est précisément au moment du repas. Et là, il commence donc à aller chercher des plans des uns et des autres. Et ça se termine par le départ, évidemment. En fait, comme cette séquence-là, c'est comment je détruis le plan d'ensemble. Comment ce plan d'ensemble-là ne sera plus jamais possible dans le film. Et il ne sera plus jamais possible dans le film. Et à partir de là, les enfants partent. Et reste, évidemment, le père, Donald Crisp, et puis le gamin, qui est ce moment génial où il fait un peu de bruit pour dire oui mais ils sont peut-être tous partis mais moi je suis aussi ton fils quoi. Et l'autre lui dit de façon extrêmement belle t'inquiète pas je t'ai aussi entendu. C'est-à-dire que chez Ford ce qui est très très beau c'est que le dialogue il est toujours fonctionnel. Oui je t'ai entendu, t'as tapé avec ta fourchette, voilà. Mais en même temps ce qui est dit et la beauté de la séquence passe uniquement par la mise en scène. C'est-à-dire que le discours, l'émotion, tout ce qu'on doit retenir de la séquence, ça passe par autre chose que par les dialogues. Vous allez me dire, c'est pas vrai dans ce film-là, parce que la voix off, j'y reviendrai après, qui est encore un cas particulier. Et donc cette séquence-là, elle fait borne dans le film, si vous voulez. Elle fait qu'à partir de là, la famille ne va cesser de vivre, on pourrait dire, son explosion, son atomisation, puisque les fils, au départ, ils quittent le foyer, et après, ils vont carrément quitter le pays, enfin la communauté, et puis le pays, jusqu'à cette séquence sublime, parce que la mère, chez Ford, c'est le foyer, c'est pas le père, parce qu'on comprend bien que, je ne sais pas si vous avez senti ça, qu'au fur et à mesure du film, la personne qui soude par l'autorité au début, c'est le père, et peu à peu, le père disparaît, et c'est la mère qui prend le dessus. Et la mère devient la nouvelle puissance, on pourrait dire, qui permet que la famille, tout en étant ventilée, n'implose pas littéralement. Et avec d'où cette séquence très très belle où elle prend l'espèce de carte et puis elle dit bah voilà ils sont peut-être tous à tant de miles de chez moi, on comprend qu'ils sont éclatés dans tous les coins du monde mais ils sont reliés par la même étoile et ce qui veut dire que la même étoile c'est moi. Moment extrêmement beau, toujours très très poétique, magnifique, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé. Non ça vous a laissé froid vous, rien. Bon, et donc ça c'est un truc important. Alors je voulais quand même, avant qu'on reprenne quand même, vous raconter, parce que je ne vous ai pas fait la petite présentation du film, qui est donc, lorsque Ford réalise Quelle était verte ma vallée, on est donc en 1940, et Ford a 47 ans, il a déjà réalisé beaucoup de films, donc c'est déjà un routard d'Hollywood, c'est le réalisateur star de la Fox, et au départ, sur ce projet, il n'est pas du tout question que ce soit lui qui le réalise. À l'origine de Quelle était verte ma vallée, il y a peut-être le plus célèbre des producteurs qui s'appelle Daryl Zanuck. Vous avez tous entendu parler de Daryl Zanuck, le mogul de la Fox. On est en 1939, vient de paraître un roman qui s'appelle de Richard Llewellyn, qui s'appelle Quelle était verte ma vallée. Et ce roman il raconte la même chose que le film. Va avoir un succès extrêmement important, une sorte de best-seller de l'année. Et Daryl Zanuck, lui, il l'a mauvaise. Il l'a mauvaise pourquoi ? Parce qu'il est à l'époque très jaloux du succès d'Où t'emporte le vent, sorti quelques mois auparavant.
Hein, parce que David emporte le vent, je rappelle que c'est l'autre immense producteur concurrent de Zanuck, c'est David Selznick. Hein. Selznick a ramassé tout le morceau en ayant un succès colossal avec Autant emporte le vent, et Zanuck il veut faire son Autant emporte le vent à lui. Et au début, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il lit le roman de Llewellyn, il achète immédiatement les droits parce qu'il est convaincu que Qualité verte ma vallée va être son Autant emporte le vent à lui. Hein, c'est comme ça que le film commence. Alors, quand on voit ce que ça veut dire, c'est intéressant. Ça commence vraiment comme ça, et lui, il se dit, avec ce film-là, j'ai le potentiel d'Autant emporte le vent. Et donc, au départ, il imagine un espèce de film qui est beaucoup plus onéreux et fastueux que ce que ça va être. Il veut le tourner en Technicolor. À l'origine, c'est ça que doit être Qualité verte ma vallée. Il imagine un film de 4 heures. Hein, un espèce de film qui a coûté des dizaines de millions de dollars, qui est vraiment sans doute le film le plus cher de l'histoire de la Fox. Et donc voilà, il a beaucoup d'argent. On va aller tourner au Pays de Galles. C'est ça l'idée au début. Et donc il demande à un scénariste qui s'appelle Philip Dune, un scénariste assez connu à l'époque, de travailler sur le scénario de Qualité verte ma vallée. Tout ça se fait. Daryl Zanuck a une idée, c'est d'aller chercher un réalisateur qui s'appelle William Wyler, qui à l'époque, William Wyler est l'homme les années de notre vie. Je ne sais pas si vous avez vu certains films de William Wyler, La Vipère. Enfin, c'est un cinéaste très connu, qui est connu surtout pour pouvoir prendre en charge des tournages assez gros, un type relativement tyrannique. Et Zanuck se dit, c'est Wyler qui va réaliser ce film-là. Et donc ils vont bosser pendant des mois et des mois. Le nom de Ford n'existe même pas. Hein, Ford, lui, est en train de tourner La Route du tabac. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Il faut voir La Route du tabac, hein, qui est une espèce de codicile poisseux, redneck et white trash des raisins de la colère. Avec Jane Tierney, qui n'a jamais été aussi belle. Donc regardez La Route du tabac, Tobacco Road en anglais. Et Ford, il est dans son moment paillard. D'ailleurs, je pense qu'il y a encore des traces de ce moment paillard dans Qualité verte ma vallée. On sent qu'il est en train de tourner ça. Film assez méconnu, mais formidable. Mais ce qui va se passer, c'est évidemment la guerre, tout simplement. C'est qu'au moment tout simplement de l'entrée en guerre de l'Angleterre, le Pays de Galles, qui est le premier à être bombardé d'ailleurs, il est hors de question maintenant que Zanuck aille installer une super production américaine au Pays de Galles. Donc on laisse tomber. On ne peut plus tourner, comme on dit, overseas, on ne peut plus tourner à l'étranger. Maintenant, il faut se rabattre aux États-Unis. Et généralement, quand on se rabat aux États-Unis, où est-ce qu'on va ? On va en Californie. Et en Californie, où est-ce qu'on va ? On va à Malibu, sur pareil. Donc, le décor que vous voyez là, ça a été construit sur les colonnes de Malibu, sur le ranch de la Fox. C'est assez fascinant, parce que quand on ne sait pas ça, on a vraiment le sentiment de voir un film qui a été tourné dans un petit endroit du Pays de Galles très sympathique, un peu bucolique. On a vraiment le green, parce que j'y reviendrai après, parce que pour moi c'est un film en noir, blanc et vert qui a été verte ma vallée. Je vous dirai après ce que c'est que le vert. Mais on ressent terriblement le vert à ce moment-là. On se dit, on a vraiment l'impression que, pour ceux qui ont vu The Quiet Man, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, L'Homme tranquille, vous avez vu ce film de 62 avec John Wayne et Maureen O'Hara, qui se passe aussi en Irlande. On est vraiment exactement dans ce même type de décor, enfin exactement le moment où le jeune Hugh retrouve peu à peu la capacité de marcher. Là, il y a un moment, là c'est Alice au Pays des Merveilles. Enfin c'est plutôt Blanche-Neige et les Sept Nains à ce moment-là. Très volontairement. Hein. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur d'ailleurs, de coquelicot blanc. Quelqu'un sait ? Des jonquilles, voilà. On va dire jonquille, voilà. Et bien là, cette espèce de champ de tapissé de jonquilles, il y a un moment, personne ne croit un quart de seconde qu'il y a quelque part dans le monde un endroit avec un champ tapissé de jonquilles comme ça. Ou alors, bon, mais c'est pas grave, puisque pour y aller, on franchit une espèce de petite route qui ressemble à celle du Magicien d'Oz, donc on a compris qu'on n'était pas dans le réel. On est dans le souvenir qu'on a de la réalité. C'est ça qu'a été verte ma vallée. On est dans le souvenir. À aucun moment, le film se veut réaliste. Et donc, ils vont construire le décor sur les colonnes de Malibu en Californie, mais vraiment sur un tout petit endroit. Et ce que vous voyez, c'est de très très belles perspectives qui structurent le lieu du film, hein, l'espace du film, cette espèce d'allée un peu courbe à laquelle les mineurs vont et viennent de la mine à leurs différents foyers. Une grande partie de ce décor-là a été peint. On a construit des fausses maisons. Et c'est Nathan Jurand, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est quelqu'un qui est connu pour avoir fait des films d'effets spéciaux, les voyages de Simba, des choses comme ça. C'est lui qui a conçu les décors. Alors tout ça pour dire quoi ? Pour dire que quand
Zanuck se rend compte que la voilure de son projet s'est totalement effondrée, qu'on est passé du Technicolor 4 heures, William Wyler, à 1 million tourné dans le range de Malibu. Le temps passe, Wyler en a un peu marre d'attendre, puis Wyler avait déjà un casting, c'est-à-dire que le film était presque déjà prêt. Et il avait pensé, par exemple, et ça c'est pas inintéressant, il avait Laurence Olivier dans le rôle du père, alors que ça sera Donald Crisp qui le jouera, et qui aura l'Oscar d'ailleurs du meilleur second rôle pour ce film-là. Il avait pensé à Katharine Hepburn à la place de Maureen O'Hara, très intéressant. Mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des potins d'Hollywood, on sait très bien que John Ford avait tenté d'avoir une aventure avec Katharine Hepburn. L'idylle s'était mal passé. Et l'idée que lorsque Ford va reprendre le projet, que Katharine Hepburn rejoue quelque chose qui fait largement écho à ce que lui a vécu il y a quelques années, il n'en veut pas, c'est hors de question. Donc Katharine Hepburn dégage, et je pense que c'est pas mal parce que Maureen O'Hara est absolument géniale dans le film. C'est pour moi c'est un de ses plus beaux rôles. Mais au début, le casting c'était ça, et surtout, un des vrais problèmes qu'ils avaient avec le scénario d'origine, c'est le rôle du gamin. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est, à mon avis, fascinant dans le film. C'est que le personnage, évidemment, principal du film, mais à tous les niveaux, c'est You, le petit gamin. C'est lui. D'ailleurs, on peut se dire que je ne connais pas beaucoup dans l'histoire du cinéma de films dans lesquels le gamin, on pourrait dire, joue un rôle dans un monde d'adultes aussi important. Et en plus, Roddy McDowall est un petit gamin qui joue extraordinairement bien. J'y reviendrai parce que vous avez peut-être reconnu la bouille de ce gamin de 12 ans. Est-ce que va devenir le vrai Roddy McDowall? Évidemment, tout le monde connaît Roddy McDowall parce que dans La planète des singes, c'est lui. Hein, bon, mais ça, j'y reviendrai. Et aucun rapport avec Quai verte ma vallée, ou alors il faudra vraiment réfléchir, mais là, j'ai pas d'idée sur les rapports entre Planète des singes et Quai verte ma vallée. Vallée, planète, non. Voilà. Et tout ça pour dire que finalement le film va se recentrer en Californie. William Wyler va partir parce qu'il va partir tourner autre chose. En gros, il en a marre d'attendre. Et c'est John Ford, tout simplement, que Daryl Zanuck va aller chercher, qui à l'époque est quand même un réalisateur star du studio. Et ce que va faire Ford, c'est assez intéressant parce que lui, alors, indépendamment du fait qu'il décide que évidemment, le film sera maintenant tourné en noir et blanc, ce qui va beaucoup changer l'humeur évidemment du film, hein. Il décide aussi de faire un changement radical, il en faudrait deux, mais notamment un radical, c'est que dans la version d'origine, le gamin, il change d'acteur au milieu du film. C'est-à-dire qu'au début, il a la tête du jeune acteur qu'on aurait trouvé, et à mi-parcours, lorsqu'en gros il commence à aller suivre, faire ses études, là c'est un autre acteur, les études auraient été des études beaucoup plus universitaires d'ailleurs, et l'acteur en l'occurrence aurait dû être Tyrone Power. Et c'est comme ça que le film est écrit d'abord. Et ce qui est assez drôle, c'est que lui, Ford, est convaincu, avec le scénariste d'ailleurs, que non seulement le personnage principal du film, c'est le gamin, et lorsqu'ils vont trouver Roddy McDowall, ils vont le trouver tellement formidable qu'ils se disent, mais à aucun moment le spectateur va supporter, au bout de 45 minutes, qu'on laisse tomber ce gamin pour voir débarquer même une star. Ça n'a aucun sens. Donc il faut qu'on garde le même gamin pendant tout le film. Et Roddy McDowall, je vous rappelle juste que c'est un acteur qui a déjà une expérience de cinéma. Il est fils, je ne sais plus, d'une actrice et d'un amiral anglais. Et il va quitter l'Angleterre au moment de la guerre. Et 3 semaines après son arrivée sur le sol américain, vous l'avez peut-être déjà vu dans Manhunt de Fritz Lang. Hein, c'est lui qui joue Roddy McDowall, enfin peu importe. Et 3 semaines après son arrivée sur le sol des États-Unis, il se met à faire des castings parce qu'il était déjà un enfant qui jouait dans des films anglais à l'époque. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver sur le projet de Quai verte ma vallée et que Ford va le choisir et décider de le garder du début, si vous voulez, du début à la fin. Et après, voilà, le casting, Maureen O'Hara. Le seul dont n'était pas content Ford, et je pense qu'on le comprend, c'est Walter Pidgeon. Walter Pidgeon, c'est celui qui joue le rôle du prédicateur. Hein, il n'est pas bon, Gruffin, il n'y a rien à dire. Il n'est pas bon parce qu'il ne joue pas sur un registre fordien. Il en fait trop. Dès qu'il est cadré, il en fait trop. Il n'est pas bon. Bon, c'est comme ça. En même temps, c'est le problème à l'époque, c'est la seule star dans le casting. Maureen O'Hara débute quasiment. Et tous les autres sont entre inconnus et à peine connus. La seule star un peu du film, c'est Walter Pidgeon, qui à l'époque est un acteur plutôt connu. Bon, c'est à mon avis le seul bémol du film, c'est lui. Alors, 2 mots, revenons quand même sur l'humeur du film et en rapport à ce que je vous disais sur Ford un peu depuis le début. C'est que il y a quelque chose qui, à mon avis, est très très beau. C'est l'idée, dès le départ, et il ne faut jamais l'oublier quand on voit le film, c'est d'inclure tout le récit à l'intérieur donc du récit d'un gamin. C'est pour ça que
l'accusation, en tout cas tout ce qu'on peut repérer comme exagération, comme enjolivement un peu étrange, comme même il y a presque une dimension par moment conte de fées. Je pense que la première partie du film, c'est vraiment le conte de fées en Irlande, au Pays de Galles. Tout est formidable, tout est beau, tout est enchanté, le troupeau, les moutons, même le père montre à son fils presque des séquences de cartes postales. On n'est évidemment pas dans la réalité. Mais le film, c'est pas qu'il se protège, c'est qu'il nous dit, attendez, surtout, ce qui est très important, c'est de comprendre que ce que vous voyez là, c'est évidemment un passé qui, au fond, n'a jamais existé. Voilà. Mais... d'ailleurs, ça me rappelle une phrase que répétait souvent Michael Cimino, qui était « Faire du cinéma, c'est inventer une nostalgie pour un monde qui n'a jamais existé ». Et c'est exactement la même chose. Quand on voit on sent, je ne sais pas si vous étiez, pour certains d'entre vous, étiez là au moment de la Nuit du Dragon, ou au moment de Voyage au bout de l'enfer, j'y reviendrai, parce que c'est évidemment un des films matrices de Voyage au bout de l'enfer qui a été Verte ma vallée. Je pense que vous l'avez repéré. Il y a même des séquences qui sont des citations très très directes du film de Ford dans le film de Michael Cimino. Mais on voit bien combien ce mouvement-là, en fait, est un mouvement qui a nourri complètement l'œuvre aussi de Michael Cimino. Donc on est dans une nostalgie. Le film est vraiment là-dedans, si ce n'est qu'il ne nous fait pas croire, on pourrait dire comme un mauvais film nostalgique, que ça a vraiment été comme ça, n'assumant pas sa dimension, on pourrait dire rêver. Ce que nous raconte Ford dès le début, c'est que le souvenir qu'a ce gamin, et surtout, parce qu'en fait, en disant ça, on n'est pas totalement exact. C'est-à-dire que si on dit c'est le souvenir qu'on a le gamin, oui, c'est vrai que le gamin, finalement, son souvenir, c'est pas, on va dire c'est un souvenir d'enfant, mais c'est quand même pas, il y a des choses qu'il ne comprend pas, il y a des choses qui sont un peu exagérées, c'est pas, non. Ce qui est très très beau, c'est que, il le dit d'ailleurs au tout début du film, il le dit, je sais beaucoup de choses qui ont eu lieu, je sais... une certaine réalité de ce qui est apparu, mais voilà le souvenir que je veux en garder. L'écart, il est très important. Ce n'est pas le souvenir objectif du gamin, c'est que le gamin, il veut se souvenir de ça. C'est de ça dont il veut se souvenir. Bon. Et d'ailleurs, évidemment, c'est très émouvant, puisque ce qui a l'air d'être... Au début, l'image n'a aucun sens en soi, ce gamin qui prend le châle et qui récupère ses affaires, et on comprend 2 heures plus tard que ce gamin, c'est le même, et que celui qui aurait pu être éventuellement avocat, médecin, etc., il a sacrifié sa vie possible, celle d'un gamin qui aurait fait des études. Pourquoi ? Tout simplement pour, ou bien, pas redorer, mais reprendre la ligne de son père, être le dernier, on pourrait dire, qui se soit mis dans la lignée de la mine, qui ait fait survivre son esprit, de s'installer dans la place du dernier des Mohicans. Autrement dit, à la fin, le jeune gamin, il est exactement comme le Walter Pidgeon dans le film. L'un a sacrifié son amour au nom de quoi ? Finalement, vous avez vu cette pétition de principe, au moment où tout le monde est quasiment prêt à excommunier Maureen O'Hara, et lui finalement fait une pétition de principe en disant mais la religion c'est pas ça, Dieu c'est pas ça, vous avez oublié le pardon, l'amour, etc. Oui d'accord, mais ce constat il le fait trop tard. Parce que ce constat ne lui sera même pas allé chercher Maureen O'Hara. Autrement dit, ce qui est très beau dans le film, c'est que le sacrifice, on pourrait dire, de Walter Pidgeon dans le film, il est reconduit par Roddy McDowall aussi. C'est-à-dire que ce que fait Hugh, le jeune gamin, ce que fait Hugh avec le jeune gamin, qui comprend ça, qui comprend que sa sœur est malheureuse, qui comprend le côté étriqué de sa communauté, qui comprend la fin de la mine, qui comprend la baisse des salaires, il comprend ce qui se passe au bout d'un moment, etc. Et il n'empêche qu'il va rester. Autrement dit, toute la question et tout le côté très, très complexe, de mon avis, du film, derrière son apparence de mélodrame un peu sirupeux simple, et je pense que c'est tout le contraire de ça, d'ailleurs, Verte ma vallée, c'est un film très compliqué à comprendre, c'est que finalement, le personnage du gamin, à qui toutes les chances étaient données, les études, l'éducation, le savoir étant pour lui l'équivalent de Maureen O'Hara pour Walter Pidgeon, l'un, en fait, laisse partir cette femme. Alors que qu'est-ce qui l'empêchait finalement de partir avec elle ? Qu'est-ce qui l'empêchait ? La bigoterie de ses semblables. Et finalement, il va y céder. Puisque lorsqu'il fait ce discours, on est très content, qu'il s'adresse à ces espèces de bigots, filmés comme des vampires en gros plan. Il y a un côté totalement draculéen, extrêmement effrayant, etc. Mais on se dit, oui d'accord, mais à quoi ça sert ? Cette espèce de conscience, cette clairvoyance-là, à quoi elle sert ? Et donc, à quoi elle sert ? Elle sert, lui, il est sacrifié. En fait, finalement, pour de mauvaises raisons, il a sacrifié sa vie, parce qu'il a sacrifié pour rien, pour laisser vivre une institution qui pourrit sur place. Donc c'est terrifiant. Mais on peut se dire qu'il la sacrifie parce qu'il veut que le gamin tire la leçon de ce qui lui est arrivé à lui.
D'où le lien très important entre les deux personnages. Hein. L'un, il y a le gamin, il a Walter Pidgeon et Donald Script, il a son père et l'autre. On voit bien qu'il a, il a deux rapports, enfin deux formes de figures tutélaires qui vont lui enseigner, lui apprendre le rapport au monde, etc. Et en même temps, Walter Pidgeon dit tout simplement, lui, sa vie c'est fini. Hein, et donc il a fait le deuil de ça, par faiblesse. Hein, c'est ça qui est intéressant, on ne l'a pas forcé, par faiblesse. Et il espère que la leçon de son propre échec, de son sacrifice inutile, d'où le fait qu'à la fin il réapparaît sous la forme dans cette de position évidemment très christique, il espère que ça profitera au gamin. Et là où le film est terrible, c'est que ça ne lui profite même pas. C'est que le gamin, il préfère rester avec, à la mine, avec ce qui reste de sa famille et des gens qu'il a aimés. Autrement dit, le gamin, à la fin, il sacrifie aussi sa vie. À 50 ans, il a les mains encore pleines de charbon, il fait son châle, mais c'est trop tard, il s'en va, alors que ce monde-là avait été déjà mort 25 ou 30 ans auparavant. C'est en sens ça que le film, il est quand même très étrange, parce que, et pour moi c'est un truc qui est typique du cinéma de John Ford, c'est que il arrive, Ford, à la fois produire un sentiment d'amour, presque de vie, de vitalité. Hein, je vous ai souvent dit ça, mais pour moi c'est très important ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui arrivent à créer de la vitalité à l'écran. Le sentiment qu'on a le son, que ces gens-là, ils sont bien entre eux, que à la fois les réunions, le rituel, les moments de beuverie, de danse, de chant, etc. On a vraiment le sentiment que ça a eu lieu ici et maintenant. On a envie d'y appartenir. Il y a une sorte de joie communicative. En même temps, une joie toujours ouverte, parce que l'autre peut toujours évidemment rentrer dans cette communauté-là. Je ne reviendrai pas à ce que je vous ai déjà dit sur cette question de l'ouverture à l'autre, etc. Mais chez Ford, on n'a jamais, ça aussi c'est un mouvement de mise en scène qui est souvent très très beau, c'est que on n'a jamais de mouvement fermé. On n'a jamais le sentiment qu'on voit cette communauté s'amuser, que cette communauté, elle est close. Autrement dit, nous on s'amuse, mais si vous n'êtes pas de la bande, vous ne pouvez pas vous amuser. Hein. Au contraire, il y a toujours le moment chez Ford où quelqu'un de l'extérieur va rentrer dans cette communauté-là, si vous voulez, hein, et pouvoir la partager, même s'il faut s'adapter. Lorsque Walter Pidgeon rentre au moment où ils sont tous en train de se bourrer, de crier, de danser, etc., ça crée un froid. C'est pas grave. Il faut 2 minutes et à la fin, tout le monde chante avec lui. Ça, c'est un mouvement fordien typique. En 4 minutes, on a compris ce que c'était que l'intégration à la communauté fordienne, qui n'est jamais évidemment une communauté fermée. Et d'ailleurs, puisque je pense à ça, la citation, il y en a plusieurs évidemment, les chants des mineurs qui vont, qui viennent. Si vous avez Voyage au bout de l'enfer en tête, vous vous rendez compte que la Syrie du film Cimino, c'est la mine dans le film de Ford évidemment. Mais il y a aussi cette séquence assez belle dans le film, lorsque Donald Crisp, donc le père, s'amuse avec une espèce de bière, il est bourré, il voit s'il peut marcher sur une ligne droite au moment de la fête. Vous vous souvenez de cette séquence-là? Est-ce que vous avez en tête la séquence du verre de vodka au moment du mariage, avec lequel joue Walken dans Voyage au bout de l'enfer? Hein, c'est exactement la reprise de cette séquence-là, une sorte d'hommage, de citation, pas discrète parce qu'elle est quand même assez évidente, mais assez belle. Hein, c'est pour ça que je ne vous en avais pas parlé à l'époque de Voyage au bout de l'enfer, parce que je voulais que vous voyiez l'original de cette séquence-là, c'est celle-là. Bon. Oui, alors il y a quelque chose donc, qui est très beau, c'est évidemment cette question du point de vue. Et ce que nous raconte Ford, toujours, c'est pour ça que ça en fait un cinéaste qui à mon avis, qui a un statut de ce point de vue-là totalement à part. C'est qu'à la fois, il rend totalement désirable cette espèce de passé qui fait revivre sous nos yeux. Hein, le souvenir de l'enfant, je me souviens de la montagne, la première apparition d'Anali dans le film, la femme dont je suis tombé amoureux. Enfin, on est du côté presque du cliché au sens strict du terme, hein, et que Ford n'évacue pas du tout, au contraire. Je veux dire, est-ce que le souvenir, souvent, c'est proche du cliché, le souvenir, hein. Et en même temps, donc voilà, on a envie d'y être, c'est formidable, c'est très très beau, on est encore une fois proche du conte de fées, etc. Et en même temps, Ford n'évacue jamais la dimension critique, voire nocive de cette espèce de communauté ou de lieu paradisiaque. C'est ça qui est évidemment très beau, puisque à la fois on a envie d'être dans cette communauté-là, et en même temps on n'a pas envie. Autrement dit, Ford nous montre toujours les deux aspects en même temps. À la fois, cette communauté, elle est formidable au début, et en même temps, quand on voit la façon dont va réagir, par exemple, le père, au nom d'un archaïsme, on pourrait dire à la fois un archaïsme de mœurs, aussi un archaïsme politique, on n'a pas envie d'y appartenir. Quand on voit cette communauté, effectivement, qui marie, qui va à la messe, plutôt bigote, on va dire pieuse, dans un premier temps, oui, pourquoi pas, why not, formidable. Et quand on voit l'envers, ces espèces de tribunaux sortis du Moyen-Âge où on va excommunier une femme parce que,
C'est-à-dire que Ford montre toujours les mêmes choses à la fois. C'est ça que je trouve pour moi très très beau, c'est que ça en fait un mélodrame très très complexe, puisqu'il donne à la fois, on pourrait dire qu'il donne envie, hein, il donne une image rêvée, parce que lui-même le dira et le montrera de plus en plus. En fait, ma nostalgie, c'est quelque chose, c'est presque un rapport au monde. C'est un désir que j'ai de quelque chose, et ce désir, il est d'autant plus fort que ce quelque chose n'existe pas. Et je le sais que ça n'existe pas. Et même si je le regarde de près, je me rends compte que c'est pas génial, qu'il y a plein de problèmes. Et c'est ce qu'il fait avec Quelle était verte ma vallée. Il est sur une première partie qui est totalement du côté du rêve, de l'enchantement. On n'a qu'une envie, vraiment, c'est d'aller au comptoir d'Air France et d'aller prendre un avion pour aller dans cet endroit-là. Peut-être, je ne sais pas. Et peu à peu, Ford va commencer à introduire le versant sombre. Il dit il y a ça et il y a ça. Et le et commence à arriver. Hein, la bigoterie, etc. Bon. Et c'est ça que je trouve très beau dans le film, puisque, alors je vous ai parlé des raisins de la colère. Il faut quand même avoir ça en tête. C'est que une des inquiétudes qu'avait Philippe Dune et Daryl Zanuck surtout, parce que c'est la question politique du film. Monsieur Slimamek s'en va. On l'applaudit parce qu'il était venu il y a un mois nous présenter. Non, tu veux pas? Bon, salut. Et donc, ce qui est assez formidable, c'est que la question politique a posé problème au départ. Daryl Zanuck, qui n'était pas quelqu'un de très connu pour soutenir les syndicats d'acteurs et de réalisateurs, quand il a vu arriver le scénario, il s'est dit là, il y a un problème. Bon. Et pourtant, n'oublions pas que Daryl Zanuck a été l'homme qui a produit Les raisins de la colère. Hein, la colère, qui est l'un des films les plus progressistes, les plus audacieux dans l'Amérique de la fin des années 30, début 40. Parce que quand le mot socialiste que vous entendez là, aujourd'hui tout le monde s'en moque, mais à l'époque, c'est des mots arrachés de haute lutte. La question socialiste, communiste, rouge est quelque chose d'extrêmement sensible dans l'Amérique de l'époque. Et évidemment, le soupçon d'appartenir ou de défendre des idées communistes ou socialisantes, c'est quelque chose qui vous met du côté du diable. Hein, il faut avoir ça évidemment en tête. Et quand Daryl Zanuck voit arriver le scénario, il dit bon, on nous refait le coup des raisins de la colère. Parce que la première version du scénario était une version qui était beaucoup plus politique que ça. Autrement dit, il y a deux histoires en une. Vous le sentez dans Quelle était verte ma vallée. Il y a le récit d'une famille, hein, on pourrait dire, en train de s'atomiser, de se détruire, de changer, et puis voilà, les enfants partent, peu importe. Là, il y a l'histoire, on pourrait dire, presque intime de la famille Morgan. Ça, c'est une première histoire. Et puis, il y a une première ligne de force, si vous voulez. Et puis, la deuxième, c'est la question politique. C'est le moment, on placarde sur la mine les nouvelles grilles de salaire. Maintenant, voilà, on n'oubliez pas qu'on est en 40, hein. On se dit finalement ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Il y a des types qui travaillent pour moins, donc maintenant c'est moins. Et puis vous arrivez au moment du cashback, vous venez récupérer votre argent, mais vous travaillez bien, mais vous coûtez trop cher. On peut avoir la même chose pour moins cher. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, on comprend, et ça qui est évidemment très fort chez Ford, c'est que c'est quelqu'un qui a senti très très tôt, dès en fait le milieu des années 30, quelles allaient être les grandes questions politiques, hein, qui allaient occuper l'Amérique, comme ça occupe l'Amérique, ça occupe le monde. Bon. Et quand Raison de la colère, c'est un film que je ne l'ai pas programmé parce que je me dis que c'est un film que vous aviez sans doute déjà tous vu. Vous avez tous vu Les raisins de la colère, hein, mais qui est un film absolument magistral. Pour moi, ça reste une des plus belles leçons d'économie politique. Voilà. Moi, j'ai des gamins, je leur dis tu veux comprendre comment ça marche aujourd'hui, d'abord tu regardes Les raisins de la colère. Et effectivement, ça n'a pas beaucoup changé, de certaine façon. Et ce film-là, donc on voit tout ça pour dire qu'on voit bien que la Quelle était verte ma vallée, il y a le récit humain, intime, familial, et il y a le récit politique. Et ça, c'est le récit, les salaires, les patrons qui effectivement ont envie de rentabiliser, il y a de moins en moins de travail, de plus en plus d'ouvriers, on baisse les salaires, etc. Et la grève. Voilà. Et donc, parce qu'il ne faut pas oublier que qu'est-ce qui fait dans le scénario du film que la famille implose, c'est la question politique. La question sociale vient percuter l'histoire, on pourrait dire, familiale, et c'est non seulement elle la percute violemment, puisqu'elle la détruit. Elle l'a fait bifurquer d'abord et elle la détruit. C'est à cause du travail, à cause de la fin de la mine comme modèle, on est au moment évidemment industriel, pré-capitaliste, que tout ça va s'arrêter et disparaître. Donc ce n'est pas deux histoires à côté l'une à côté de l'autre. Les deux, à un moment donné, s'entrechoquent comme une espèce de crash, on pourrait dire, extrêmement violent. Et donc cette autre histoire politique, si vous voulez, à l'origine, elle prenait beaucoup plus d'importance dans le film. Hein, cette question, en gros, le film opposait de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus évidente, on pourrait dire le père
pour des raisons politiques. Le père, qui cette idée tout simplement que effectivement, il y a peut-être des problèmes ou autres, mais on a confiance en l'Amérique, on a confiance dans nos valeurs, et à aucun moment le syndicat est quelque chose que je peux moi supporter en tant qu'Américain. Hein, vous avez peut-être raison, mais Union, hors de question. C'est un truc de socialiste. Il lui dit à un moment donné, vous n'allez quand même pas tomber dans cette aberration socialiste. Lui, il a le discours, on pourrait dire, enfin, il a le discours conservateur, archaïque de l'époque. C'est ça que le père, il a deux facettes qui sont évidemment intéressantes. Hein. Oui, mais j'y reviendrai après. Mais au début, il est comme ça. Et donc, il incarne cette espèce de truc-là. Son premier réflexe, c'est vraiment ça. Parce que la beauté dans les films de Ford, par rapport à votre réaction muette, c'est que la beauté des films de Ford, c'est que les personnages, ils comprennent ce qui leur arrive dans le film. Voilà. Il y a beaucoup de scénarios et beaucoup de films où le scénariste ou le réalisateur, il comprend le personnage, mais le dernier qui comprend quelque chose à ce qu'il est en train de jouer, à ce qui lui est en train d'arriver, c'est le personnage lui-même. Bon. Et c'est ça qui est très très beau chez Ford, c'est que le personnage du père, entre le début et la fin, il a changé. Il a compris. Et ça, pour moi, cette capacité, on pourrait dire, qu'ont les personnages à prendre conscience de choses, d'une certaine façon, à s'éveiller à la chose politique, qui est Tom Joad. Tom Joad dans La Zone de la colère, il arrive, pour ceux qui ont vu le film, il arrive dans le film comme un type qui n'a aucune conscience politique, qui ne comprend pas grand-chose, et il va lui falloir 2 heures pour comprendre comment politiquement et économiquement le monde marche. Et quand il a compris ça, eh ben, il devient le syndicaliste qu'on sait, et l'homme qui à la fin dit, là où il y aura de la souffrance, je serai, le fameux très très beau discours qui clôt Les raisins de la colère, là où il y aura un exclu, je serai là, etc. etc. Que c'est l'homme qui a tout simplement s'est chargé d'une conscience politique entre le début et la fin du film. Ça, c'est un personnage fordien typique. Hein, et on pourrait d'ailleurs dire ça de tous les personnages. Souvenez-vous de John Wayne dans La Prière du désert, que j'aurai pas l'occasion de vous montrer malheureusement, mais John Wayne au début de La Prière du désert, c'est une horreur pour ceux qui ont quand même le 57. Hein. Je parle toujours en temps réel. C'est un personnage qui est terrible, qui est totalement buté, un peu rustre, misogyne, raciste évidemment, etc. Et à la fin du film, John Wayne l'a compris. Il a compris que le monde, finalement, que lui veut défendre coûte que coûte, il a disparu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans la profondeur de champ. Il dit ok, on peut fermer la porte sur moi, parce que finalement, moi j'incarne le passé. Alors qu'au début du film, il pense qu'il est le présent, qu'il a encore une chance de s'imposer. On va chercher des Indiens, etc., etc. Au bout de 2 heures, non, c'est fini, effectivement, j'ai compris, ça marche pas. Et puis, au début du film, il pense qu'on est noir ou on est blanc. On est blanc ou on est indien, que le métis, que la zone grise, ça n'existe pas. À la fin, il a compris. Et tout ça d'ailleurs, pour ceux qui ont le film en tête, vous l'avez tous vu après du désert de Ford, hein, ça c'est un classique, c'est un film de chevet. Je veux dire, quand je dis l'avoir vu, c'est l'avoir en tête plan par plan, c'est ça que je veux dire. Hein. Et la Prière du désert, il y a toujours chez Ford des moments, des séquences ou des plans, si vous voulez, où le basculement s'opère. Il y a un grand mouvement d'ensemble où, comme dans Qualité verte, Ma vallée ou autre, on sent l'évolution du personnage vers sa destinée, etc., etc. Mais il y a des moments où le personnage, pour prendre une expression à la mode, devient ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? À quel moment, par exemple, dans Vers sa destinée, vous étiez là il y a 2 mois, à quel moment Lincoln devient Lincoln? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Je l'ai dit, hein. C'est pas un piège parce que je l'ai dit. Ah ouais, développez. Voilà, exactement. Voilà. Au moment où Lincoln devient Lincoln dans sa destinée en 1939, parce que là on parle de films qui sont faits sur un an ou 2. Hein. Je vous rappelle quand même que l'homme qui vient de faire ce film, il a fait en 1939 Jour fantastique, Vers sa destinée, Raisin de la colère, Sur la piste des mots. Enfin, c'est quand même une cadence qui aujourd'hui impressionne. Et effectivement, Lincoln devient Lincoln. Chaque fois, c'est un peu comme les apparitions d'Hitchcock. Il faut guetter ces moments, parce que ça peut être un peu au début, au milieu, à la fin, etc. Là, c'est plutôt à la fin. Il vient de gagner le procès. Il ouvre la porte. Et évidemment, grande élégance de Ford, pas de contre-champ. On dit, on entend la foule, oui, on va pas avoir 25 gueules hilar, on a compris, c'est pas ça qui compte, c'est l'idée. Ford il filme des idées, et à ce moment-là, on entend évidemment la foule, et Lincoln devient le corps des autres. Voilà. Et c'est là qu'il peut prétendre incarner, autrement dit, il devient une figure qui est plus forte que lui-même. Et c'est avec ce poids qu'il repart sur la montagne. Tout ça pour dire que Lincoln, le petit avocat de l'Illinois qu'on voit au début un peu russe sur son âne, etc., qui coupe la bûche, machin, il devient le Lincoln qu'on connaît,
et à juste titre par rapport à tout ce qu'il fera évidemment ensuite, y compris la loi contre l'esclavage, etc., la guerre de sécession, tout ça, il devient Lincoln à ce moment-là. Dans D'après du désert, John Wayne, il devient Ethan Edwards, enfin il devient le mythe qu'il est devenu dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de l'Amérique, ce qui permet la dernière séquence du film. La dernière séquence du film, lorsque John Wayne arrive avec Debbie dans ses bras et la rend à sa famille. Et souvenez-vous, j'en ai déjà parlé de cette séquence, qu'est-ce que je fais, je rentre, je pars, etc. Et comme il a tout compris, il repart. Il ne va pas rentrer. Ça serait grotesque qu'il rentre. Il repart. Et c'est à ce moment-là qu'il devient Ethan Edwards, mais il est devenu juste avant. Il est devenu à un moment extrêmement précis, lorsque Debbie court vers lui au moment de la séquence la séquence des collines, vous savez, lorsqu'elle revient du camp indien, etc., etc. Elle court vers lui, et John Wayne va la prendre dans ses bras. Alors, si vous regardez cette séquence, alors c'est une séquence qui a été reprise dans d'autres films, enfin peu importe, mais lorsque il prend, là, dans un premier temps, Debbie, premier plan, c'est la femme métisse qu'il aborde, celle qu'il ne peut pas voir, fondamentalement, et ça va être très compliqué pour lui. Et quand il la soulève, cut, et là, raccord sur le moment où Debbie rentre dans le plan, c'est la petite fille que Ford est en train de filmer. Vous comprenez ça? Et c'est à ce moment-là que le Ethan Edwards, un peu raciste, un peu mais bloqué, c'est-à-dire l'homme qui n'évolue pas, qui ne comprend pas, qui reste figé, le conservateur, l'archaïque au sens strict du terme, c'est à ce moment-là qu'il devient l'Ethan Edwards mythique qui va disparaître et se réifier à la fin des Princes du désert. Et là, on a la même chose, si vous voulez, dans Edward Mavalé, l'évolution du personnage de Donald Crisp, et on pourrait même en citer beaucoup d'autres d'ailleurs, sont des évolutions qui se jouent toujours à certains moments où le personnage devient, si vous voulez, ce qu'il est. Et moi, ce que je trouve très beau, alors je ne sais pas si vous avez cette impression, c'est que l'idée que le film soit un film, enfin quand je dis nostalgique, c'est que c'est un film qui passe son temps à dire, mais Ford lui-même en tout cas, finalement, je rêve de quelque chose, j'en ai besoin, mais ce quelque chose, au fond, n'existe pas, n'a jamais existé, et ne devrait, et ne doit pas d'ailleurs exister. C'est pour ça qu'il possède une telle force, on pourrait dire, conte de fées, d'une certaine façon. Ça, c'est un truc important. Bon. Il y a un truc que je voulais vous terminer sur la question du politique, c'est qu'évidemment, il y a donc, oui, parce que j'étais parti sur cette question de la conscience politique, mais à l'origine, le scénario est beaucoup plus axé sur les luttes sociales. Les garçons restent beaucoup plus longtemps, ils ont des débats politiques entre eux, etc. Et c'est évidemment Daryl Zanuck qui a demandé, parce que pour quelle raison L'homme qui a fait les raisins de la colère, qui était déjà un film sacrément hardcore au niveau politique dans l'Amérique de 39, l'Amérique de 39, elle a changé par rapport à la fin 40. C'est que le moment de la guerre, la déclaration de la guerre, etc., a, selon Daryl Zanuck, et c'était pas totalement faux, changé l'humeur du peuple américain. C'est-à-dire que maintenant, c'est le moment de souder. On va partir en guerre, il va y avoir Pearl Harbor et il y aura la bataille de Midway. C'est le moment de l'entrée, évidemment, en guerre des États-Unis, et que la conviction de Daryl Zanuck, c'est que autant au moment des raisins de la colère, des années après la dépression, le peuple américain peut entendre un film comme Le raisin de la colère, autant on pourrait dire à l'aube de la guerre, c'est pas ça qu'il faut faire. Ils ne peuvent pas entendre ça. Et Daryl Zanuck est convaincu que si le film est trop axé sur le récit politique, comme ça a été le cas dans Le raisin de la colère, ça va être un échec colossal. C'est pour ça qu'il en reste des traces. Et d'ailleurs, je pense que ce que raconte le film reste toujours aussi fort, parce que Ford, étant évidemment très malin, à plein de moments, remplace ce qui pourrait être du dialogue ou du discours, c'est la force de Ford évidemment, par des plans, par des images, par des sensations, par des motifs qui font que la dimension politique, elle est toujours là. Mais quand même, le maximum de la discussion politique, c'est les deux moments, souvenez-vous, c'est lorsque les fils rentrent, ils commencent à discuter sur le pas de la porte, ce qui est déjà une forme de subversion importante pour le père. Et là, on se met à parler, non, on va faire ça, le rituel est cassé, on devrait déjà prendre notre douche, on devrait déjà en train d'enlever le charbon, etc. Et là, il y a quelque chose qui commence un tout petit peu à sortir des clous, parce que n'oubliez pas que c'est quelque chose d'évidemment très très important. Chez Ford, ce qui intéresse Ford évidemment, c'est le rituel de la famille, de la cavalerie, etc. Ça l'intéresse parce que lui, il a toujours été fasciné par ça, pour plein de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, mais c'est quelque chose qui le fascine, qui l'intéresse. Il aime, on pourrait dire, la beauté des rituels de la communauté, mais il en connaît évidemment aussi, il en montre aussi les limites. Et à ce moment-là, les quatre fils commencent à mettre en péril ça. Et ça va aller très très vite, puisque le départ de la table, vous avez vu, à plusieurs moments, le père tente de ramener ses fils
à l'ordre archaïque, et les fils leur disent non, le monde est en train de changer. Maintenant, l'injustice, etc. Ton modèle ne suffit plus à régler tous les problèmes. Autrement dit, on comprend à ce moment-là que ce qui a été, dans le cas du personnage du père, quelque chose qui soudait la famille, de cette façon la rendait forte, va à ce moment-là du film l'affaiblir. C'est ça qui est très beau chez Ford. C'est qu'il ne nous dit pas, c'est pas immuable, non. Ce qui était fort à un moment va devenir, enfin, ce qui était on pourrait dire un élément qui permettait de renforcer, de souder, peut, à cause du mouvement de l'histoire, du changement de l'histoire, de la politique, etc. Et n'oubliez pas que Ford a toujours été quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui s'est placé au centre de changements sociaux, politiques. L'histoire, elle change. Le cours de l'histoire fait que les individus changent. Les abrutis dans ces films, c'est ceux qui ne changent pas. Le héros fordien, pour revenir à mon histoire de héros fordien, mais sous cet angle-là, si vous voulez, le héros fordien, c'est celui qui sait tirer la leçon de l'histoire. Ou alors, il disparaît. Ça peut être très très beau aussi. Et la disparition peut être aussi une forme de leçon. Donc, fin de la prisonnière. J'ai compris, donc je m'en vais. Voilà, d'accord. D'autres peuvent comprendre et rester. Et ce qui est évidemment très beau, à mon avis, dans la qualité verte ma vallée, c'est cette espèce c'est la façon dont la première partie du film, je dirais les 20 premières minutes, avant le tract, d'ailleurs la musique d'Alfred Newman qui vient signifier que là, le premier hiatus dans Blanche-Neige et les 7 nains arrive. Le tract. Vous voyez, là, effectivement, comment le film va s'organiser avec ces deux forces totalement différentes. Le tract, capitalisme, syndicat, etc., etc., et Bambi avant. Comment est-ce que ça marche les deux, quoi. Et c'est ça que ça raconte le Quai de ma vallée. C'est qu'à un moment donné, Bambi, il rencontre les Union, quoi. Il rencontre Tom Joad. Et là, on voit comment le film évolue. Et évidemment, lorsque le tract arrive, tout ce qui était jusque-là présenté sous un jour, on pourrait dire positif, mais plus que ça, encore une fois, à la limite presque de la carte poste, de l'image d'Épinal, plus précisément, Ford va tout reprendre, mais en montrer aussi l'envers. Le mariage, le prêtre, les cloches de l'église, ça renferme aussi des moments d'excommunication absolument terrifiants. Le mariage, ça peut être aussi, premier mariage, ça peut être aussi avec des gens qui ne s'aiment pas. Et toutes les séquences, elles riment comme ça par deux, parce que je parlais tout à l'heure des deux mariages, etc. Les séquences sont reprises, c'est-à-dire que le foyer, cette espèce de grand salon, cette grande table dans laquelle ils mangent, c'est magnifique, mais s'il n'y a plus personne autour de la table, ça devient totalement anxiogène. Et tout est un double tranchant comme ça dans le film. C'est ça que je trouve génial. D'ailleurs, quand vous voyez la séquence du départ des 4 fils, ils partent tous. Donc Roddy McDowall donne des coups de fourchette, je ne sais plus, sur son assiette. Et qu'est-ce qu'il filme à ce moment-là, Ford ? Vous vous souvenez ? Champ contre champ entre le père et le gamin. Qu'est-ce qui est remarquable dans ces deux plans-là ? Voilà, entre quoi et quoi ? Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, un réalisateur honorable, médiocre, qu'est-ce qu'il fait ? Gros plan de Roddy McDowall, gros plan du père qui répond. Non, le sujet du film, encore une fois, c'est dans la mise en scène. C'est pas ce qu'il raconte. C'est pas ta fourchette, j'ai entendu. Oui, bon, ok. Non, ce que raconte Ford, c'est regarder la distance que met Ford entre le personnage qui répond mais qui est au fond du plan, contre-champ, le gamin répond est au fond du plan. Autrement dit, là où il ne filmait que jusque-là, autour de cette table, que de l'harmonie, de la soudure, du lien entre les individus, la communauté en marche et rayonnante, dans le plan suivant, il filme tout le contraire. Le vide, la distance, l'absence, le non-raccord, parce qu'il y a du champ contre champ. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est une séquence qui est... Bon, après, on pourrait reprendre tout le film et voir à chaque fois comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose qui est, si vous voulez, qui est, à mon avis, important. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce film et sa complexité. Je vous disais, tout à l'heure, on parlait de la fin du film, du début du film, qu'on ne comprend réellement qu'à la toute fin. Parce qu'on se dit, ah ok, d'accord, j'ai compris. Il fait, voilà, bon, cet homme-là, d'ailleurs, sur lequel on passe vite, parce qu'on n'a pas d'éléments pour savoir qui il est. On voit juste des mains, on ne sait pas qui c'est. Et dès que la caméra passe à travers la fenêtre, très belle façon aussi, avec le cadre, dans le cadre d'introduire l'idée d'un motif, d'un tableau, où on rentre dans une image. On ne rentre pas dans le réel, on rentre dans une image qui est présentée comme telle, d'ailleurs souvent dite par le gamin, enfin le gamin des années plus tard, qui ne cesse de dire oui là, c'était comme ça, c'est peut-être pas, etc., mais c'est comme ça que je l'ai vu, je sais bien que, etc. Il est lui-même extrêmement conscient de ça. Et d'ailleurs, il y a la fameuse séquence du tract, lorsque Walter Pidgeon dit, mais le gamin ne comprend pas, dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là, il y a un truc terrible qui vient de se passer, et l'autre lui dit, il y a quelque chose qui vient de se casser et qui ne reviendra peut-être plus jamais. C'est peut-être un des rares moments
on pourrait dire, ou à l'intérieur du film, il y a le moment où Ford parle très directement. Il dit quelque chose. Voilà, ça pourrait presque être la phrase. Voilà, il sort ça. Mais la séquence du début, on ne la comprend enfin, on la comprend vraiment à la toute fin. Au début, c'est une image neutre, un peu, voilà, une image neutre, qui n'est pas connotée. Un homme fait sa petite valise. On ne connaît pas son trajet, donc on se dit, bah voilà, il était gamin à cet âge. Mais à la fin du film, quand on repense à cette image-là, hein, évidemment, et notamment via cette question du châle dont je vous reparlais, mais pas uniquement, quand on repense à cette séquence-là à la fin du film, on la réévalue totalement. Autrement dit, il y avait déjà 2 images en une, mais Ford n'en montrait qu'une, parce qu'on ne pouvait pas comprendre l'image 2. L'image 2, on pouvait la comprendre qu'à l'issue de l'intégralité du film. À la fin, paf, retour, ah ouais, je vois que cette image-là, et d'ailleurs, si demain vous revoyez Quelle était verte ma vallée, pour ceux qui l'ont découvert ce soir, vous ne verrez plus jamais le film de la même façon au début. Quand le film s'ouvre, si vous savez ce qui va se passer ensuite, eh ben, l'image du châle avec les mains dedans, elle est à la fois heureuse et triste. Alors qu'au début du film, lorsque le film commence, elle n'est que heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais alors, ouais. Oui, non, mais je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que lorsque vous voyez ça, c'est une approche. C'est-à-dire qu'on se le dit intellectuellement. Quand le film commence, c'est la mort, la mère est morte, etc. Vous avez raison, bien sûr que c'est dit. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui est typique du cinéma de Ford, c'est qu'il a conscience, en tout cas moi c'est mon point de vue, que dire les choses, c'est pas ce qui fait qu'on les comprend. Autrement dit, ce qui intéresse Ford, c'est qu'il l'a dit oui, mais est-ce qu'on l'a compris? Et pour comprendre chez Ford, il faut ressentir. Et donc, au bout de 2 heures, chez Ford, on ne comprend pas la politique, on la ressent d'abord. Et c'est parce qu'on a ressenti de telle ou telle manière les choses que d'un seul coup, la politique s'incarne, un discours social s'incarne, etc. Vous avez raison, c'est dit au début. Mais c'est dit, mais ça n'a pas de poids. À mon avis, ça ne pèse rien en réalité par rapport à ce que cette phrase va peser, chargée de tout le récit qui va venir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les deux, c'est pas incompatible, mais je pense que la puissance fordienne, c'est-à-dire que cette idée-là, il a besoin de la construire. Il la balance, mais elle n'est pas construite au début. C'est la mort, tout ça a disparu, c'était les... Oui, d'accord, bon, et alors? Ouais, mais à la fin du film, il a filmé, il a on pourrait dire le ressenti de cette idée-là, et on la revoit complètement différemment, me semble-t-il. Hein. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas aimé le film? Parce que c'est quand même une question qu'il faut poser. Je la pose plus maintenant en pensant que tout le monde adore les films, mais non. Et vous aviez en tête Voyage au bout de l'enfer de Cimino? Ouais. Qui a dit non? De n'y avoir vu Voyage au bout de l'enfer et Les raisins de la colère, du coup je les ai vus et j'étais bien content, vous y faites référence à chaque fois, mais enfin j'ai pas fait le lien et les références que vous avez faites, elles sont assez mécaniques et visuelles, mais elles sont dans le sens aussi, enfin le fait qu'il joue avec le verre et tout ça, enfin Cimino il veut dire quoi par le fait de citer Ford à part qu'il adore Ford? Voilà, alors vous étiez là J'étais pas là Vous n'étiez pas là? Non, donc je vais pas vous répondre non pas parce que j'ai si, pas pour envie. l'aile du dragon. Ouais, Ou non, parce que oui, j'étais là. j'ai déjà parlé du lien entre Cimino. C'est-à-dire que si c'est juste, effectivement, je veux dire par là, c'est que si c'est juste pour vous dire, regardez une citation, on s'en fout. Ouais, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ou alors je suis pas assez débile pour passer mon way et dire il y a une citation, on s'en fout de la citation. Ce qui est intéressant évidemment, c'est la partie immergée du rapport entre Ford et Cimino. C'est pour ça que dans le cycle, on passe du Cimino, pas uniquement parce que l'un s'est amusé à citer, non, c'est parce que l'un sort de la cuisse de l'autre. Je pense, vous voyez ce que je veux dire, c'est comment est-ce que Cimino est fordien et ne l'est pas, ou s'il l'est pas, pourquoi il l'est pas. Mais c'est voilà, et en plus ça me semblait intéressant dans la programmation, et d'ailleurs ça m'apparaît là plus maintenant beaucoup plus qu'au monde de fer, c'est que le passage
passage par Chimino et Quelle était verte ma vallée permet d'aller de Ford à Chimino. Alors qu'on passe à du dragon, on se dit d'accord. Et puis finalement, après du dragon, de revenir à Quelle était verte ma vallée, je me dis que finalement le lien on le refait aussi dans ce sens-là. C'est qu'on repart un peu à la genèse de Chimino. Surtout que ce film est vraiment une des matrices de Voyage au bout de l'enfer, si vous voulez. Donc c'est pas que évidemment la citation du verre de vodka. Je pense que les liens entre Chimino et Ford sont beaucoup plus forts que cette séquence-là. Mais il y a toujours des moments, vous savez, quand les cinéastes aiment certains autres cinéastes, il y a les mouvements de fond qu'on repère, dans le sens où du sang de Ford coule dans les veines de Chimino. Puis il y a le moment où, de toute façon, il va faire son coming out, quoi. Il dit, bon, au cas où vous n'avez pas compris, je vous dis quand même que j'adore Ford. Et alors là, il met cette séquence-là, comme dans La Maison des Otages, un film qui réalise des années plus tard, en 90, Desperate Hours. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, enfin peu importe. Un personnage au début se retrouve dans un espèce de décor dans l'Utah au bord d'un lac. Elle dépose une voiture, monde contemporain, c'est une avocate, c'est un thriller. Hein, et la voiture, elle est garée juste à côté d'une tombe. Et cette tombe, il y a marqué Nathan Brittles. Bon, Nathan Brittles, c'est le nom de George Wayne à la charge héroïque en 48. Bon, il y a très... Au fond, il s'en fout de Chimino. Chimino le sait. Il sait que ça, c'est comme une sorte de porte-bonheur. C'est quelque chose qu'il fait pour lui-même. Il met Ford à ce moment-là. C'est l'esprit de Ford qui va. Et d'ailleurs, le film va le prouver par la suite. Mais l'esprit de Ford va hanter le film qui tourne à la Maison des Otages. Mais en plus, il le signe à un moment. Et en même temps, je dis ça, mais il faut le voir. Que ça apparaît très rapidement, etc. En même temps, c'est tellement énorme une fois qu'on l'a vu. Vous voyez, c'est comme souvent les grands trucs énormes, on ne les voit pas, ça va être volé des garpos qu'on a sous les yeux, on ne le voit pas. Là c'est pareil, c'est-à-dire que se dit, mais il a osé faire construire une stèle qui est allée poser au bord, c'est gros comme une hémolyse du visage, mais comme c'est fait par un grand cinéaste, on ne le voit pas. Et quand on le voit, on dit, ah oui, bien sûr. Oui. Et donc cette référence dans la Maison des Otages de Chimino à Ford, elle est extrêmement directe, parce que là c'est vraiment la stèle d'un nom, enfin là renvoie l'idée de la tombe chez Ford, enfin je ne vais pas commencer à délirer dessus, mais c'est extrêmement direct, vous voyez, et en même temps, pour le coup, si on ne la voit pas, c'est pas grave non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Le film est fordien, bien au-delà de la tombe de Nathan Brittles dans la Maison des Otages, vous voyez? Chimino est fordien, c'est pour ça que, bon... Et bonsoir. J'ai peut-être tout faux, mais je me dis aussi que, en fait, finalement, vous y faites référence. Hein, souvent, Ford, il est très présent dans les gros moments de rupture, etc. Je connaissais pas l'histoire de Roddy McDowall. Je savais que c'était la planète des singes, mais je savais pas qu'en fait, il avait débarqué d'Europe juste avant. Et du coup, est-ce qu'on peut pas voir aussi à travers le film une forme de la mort de l'Europe, en fait, puisqu'on l'a dit, hein, la scène du départ, etc. C'est un espèce de linceul. Avec le personnage qui part, tout le monde est mort, il repart avec le souvenir de quelque chose. Finalement, son rôle à lui, c'est de conserver quelque chose. Or, qu'est-ce qu'on constate? En fait, ils sont tous morts. Les seuls qu'on ne voit pas mourir, finalement, c'est les 4 frères qui partent aux États-Unis. Et c'est Roddy McDowall, dont on sait après, enfin, c'est ce que vous venez de l'apprendre, qui vient d'Europe. Donc, il n'est pas aussi en train de raconter cette histoire-là? Que quelque part, avec la guerre, là, il y a quelque chose qui se passe et que finalement... les États-Unis sont là pour reprendre le relais d'une Europe qui est en train de disparaître complètement. Ouais, alors ça c'est compliqué. Alors, merci. Au revoir. Non, là où c'est compliqué, c'est que, alors deux choses. La première, c'est que Ford dit c'est le plus autobiographique de mes films. Vous voyez? Donc ça, effectivement, on peut se dire, on serait enclin à chercher une sorte de symbole de référence, les enfants qui partent, c'est lui, ceux qui restent, etc. Pourquoi pas, hein, j'entends ça. En même temps, à mon avis, je pense qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que Ford, c'est évidemment un homme dont, si vous voulez, la famille est d'origine irlandaise, et c'est quelqu'un qui, la mort de la vieille Europe ne signifie pas que l'avènement de la nouvelle Amérique, parce que ce serait quoi l'Amérique? C'est quoi là? Parce que ce qui arrive à la mine dans Quelle était verte ma vallée, ça arrivera dans les raisins de la colère en plein territoire américain. Autrement dit, le surgissement de cette espèce de capitalisme moderne a Ford à l'intelligence de ne pas en faire une origine géographique. Il ne nous dit pas que c'est un problème géographique, l'arrivée de la concurrence des ouvriers entre eux, etc. Puisqu'il a filmé
Il faut aussi, à mon avis, effectivement, le couple Quelle était verte ma vallée, Raison de la colère, il est capital. En tout cas, il est capital parce que Ford tourne quasiment l'un après l'autre. Et tout ce qu'il a déjà dit, il ne le redit pas. Mais autrement dit, l'Amérique sera soumise, puisque si on reprend chronologiquement Raison de la colère et Quelle était verte, Raison de la colère vient après, de certaine façon. Et on peut considérer que Quelle était verte ma vallée, si effectivement le départ des 3 fils, comme vous dites. Alors moi je ne crois pas du tout à cette idée de la vieille Europe qu'enterre Ford, parce qu'il n'a jamais pensé un quart de seconde comme ça, et qu'un vrai Américain ne pense pas comme ça. Il ne pense pas du tout comme ça. Enfin, j'y reviendrai, mais vous voyez ce que je veux dire, il n'y a que nous qui pensons que les Américains pensent comme ça. Mais l'Américain, ils viennent tous d'Europe, ça veut dire quoi? Donc, bref, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on considère que les gamins, les enfants qui partent, ce seront les Américains de demain, Ford, il les a filmés, les Américains de demain. C'est les raisins de la colère. D'ailleurs, alors je ne voulais pas rentrer là-dedans parce qu'après on est dans une espèce de micro-analyse un petit peu chiante, mais la tenue des enfants, des 3 qui partent, au moment où ils s'en vont, et on dira après, ils sont aux États-Unis, ils sont ventilés partout, c'est la même que celle de Tom Joad au début de Raison de la colère. Autrement dit, quand on regarde Quelle était verte ma vallée, le lien, il n'est pas uniquement politique ou autre, il est tissé de façon extrêmement fine par Ford. Alors on n'est pas forcément obligé d'avoir en tête Raison de la colère juste au moment où on voit Quelle était verte ma vallée. Mais effectivement, les 3 fils les plus jeunes, il y a un est mort évidemment, mais les 3 fils les plus jeunes ont la tenue de Tom Joad. Donc cette espèce de paradis qu'ils vont chercher, de certaine façon, Ford l'a déjà corrigé dans le film, si vous voulez, précédent. Mais encore une fois, je pense que pour moi, comment dire, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, enfin, chez Ford, c'est que c'est quelqu'un qui ne reste jamais longtemps. Alors, disons, pour faire simple, disons la chose suivante. On pourrait dire qu'il y a 3 entités, en règle générale, mais chez Ford en particulier. Il y a ce qui serait l'individu, au sens le plus personnel, intime du terme, la famille, la mère, ce qu'on ressent. Bon. Il y a à l'autre bout ce qui est du côté de l'idée reçue, de l'utopie, du mythe. Hein, bon. Et puis entre les deux, on pourrait dire, il y a l'histoire et il y a la politique. Et ce qui est intéressant avec Ford, c'est qu'il ne reste jamais longtemps dans cet entre-deux-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il croit, à mon avis, il croit fondamentalement que la politique, ça permet de se situer, alors individuellement ou par rapport à un mythe, mais que l'un deviendra l'autre. Regardez Lincoln. Lincoln, c'est typique. Il filme Lincoln, qui est pourtant une figure politique, hein, mais il passe de l'individu, souvenez-vous, au mythe instantanément. Hein. Il arrive, il a gagné le procès, orage, il monte la colline, Lincoln, Capitole. Mais ça, c'est le mouvement de Ford. C'est-à-dire que, on pourrait citer comme ça 1000 exemples, les hommes qui restent coincés à l'intérieur de la chose politique, voyez, c'est pour ça que son rapport au syndicat, il est compliqué. Parce que Ford a été pendant longtemps considéré comme un cinéaste de droite, droitier, conservateur, puis après, mais approuvé par la critique européenne, hein, qui est critiqué très violemment pour ça. Et puis peu à peu, ça s'est adouci. Et puis on s'est dit, tiens, le mec qui a fait la chose fantastique, maintenant fait les Cheyennes. Bon, d'accord. Ah, bah, il a évolué, etc. Mais jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, quand je dis il n'y a pas très longtemps, c'est 20 ou 25 ans, étudier John Ford à l'université ou autre, c'était compliqué quand on se disait critique ou historien de cinéma de gauche. Il fallait quand même montrer patte blanche. Il fallait commencer par démontrer que Ford était vraiment un cinéaste de gauche. Donc qu'est-ce qu'on allait chercher? Les raisins de la colère. Regardez, Raisins de la colère, c'est un film marxiste, ce qui est complètement crétin, mais ouais, oui, c'est vrai, effectivement, il y a les syndicats. Regardez Les Sacrifiés, Zero Expendable, c'est un film qui fait tout sauf glorifier la guerre, c'est une histoire de perdants, de gens qui se sacrifient pour rien, etc. etc. On a La chair à canon, ah oui, ça c'était un film, il y avait comme ça une série d'exemples qu'on prenait. Mais Ford, à mon avis, c'est ça qui fait aussi sa richesse, tous les artistes intéressants ou les cinéastes intéressants, c'est ceux qui ont un conflit. Et je pense que les films de Ford, là où ils sont intéressants, c'est qu'ils font vivre un conflit que Ford avait en lui-même et qui, au fond, n'a jamais vraiment tranché. Et faire des films, ça lui servait et ça lui sert, et ça se voit quand on voit ces films, à réfléchir à un conflit qu'il a au fond de lui-même. Ce conflit, c'est quoi? C'est au moment de la scène du repas, il est les deux à la fois. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand au moment de la scène du repas, il est à la fois avec le père et il est en même temps avec les fils. Il comprend les deux. Il y a la veine, on pourrait dire conservatrice de Ford,
le rituel, la famille, la communauté qu'il faut préserver, etc., etc., etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a pour le coup une conscience politique, qui sait tout ça, qui a été un des premiers à faire des brûlots sur l'évolution évidemment de la société américaine, de son économie, du capitalisme, etc. Les Raisins de la colère reste un des films les plus violents jamais réalisés là-dessus. Il y a aussi cette part chez Ford. Et moi, c'est ça qui me semble évidemment passionnant, c'est que systématiquement, d'abord, Ford est quelqu'un, lorsqu'il aborde un sujet, il aborde son contraire en même temps. C'est ce qui en fait un cinéaste honnête, passionnant, qui évolue. Ça montre que ce qui montre que le cinéma de Ford y pense, c'est que c'est un cinéma qui a évolué. C'est-à-dire que qu'entre ce que racontent les films de Ford de 35-36 et ce qu'il raconte à la fin des années 50, on se dit le type il a réfléchi, il a évolué. Mais il a évolué personnellement, mentalement, politiquement, il a évolué quoi, tout simplement. Et c'est ça que je trouve évidemment très beau dans ces films. Et dans Quelle était verte ma vallée, alors je ne l'ai pas suffisamment dit, mais Ford, vous le voyez bien, il n'est jamais d'un camp contre l'autre. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est quelqu'un qui, s'il y a quand même un truc qui le met évidemment hors de lui, ce sont les bigots. Il les filme, mais comme on les filmait dans les films expressionnistes muets, légère contre-plongée, ils ont des dents qui... Voilà. Là, c'est presque une image d'Épinal du mal. Ça, par contre, on ne pourra pas composer avec, faudra trouver une solution, quoi. Mais tous les autres évidemment pas, chacun évidemment a ses raisons, et c'est ça qui est toujours très désarmant quand on voit les films de Ford, ce sont des personnages qu'on peut prendre de plein de manières différentes et qui ont leurs raisons, et Ford lui il est tous ces gens là à la fois, et moi je pense que un des rêves secrets de John Ford, c'est que la communauté puisse évidemment survivre en hébergeant des contraires absolus en elle, mais il sait que ça marche pas comme ça, voilà. Et je pense que son rêve ou son regret ou sa nostalgie, c'est ça. C'est comment faire pour qu'une chose et son contraire cohabitent ensemble. Et lui n'a cessé de filmer que finalement l'impossibilité de ce rêve-là. C'est que voilà ce que je rêve, ce dont je rêve, etc. Mais je sais que c'est pas possible. Et je pense que tous les films de Ford, évidemment, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui lui reste à la fin? C'est vraiment ça. C'est le Quelle était verte ma vallée. Il se raconte quelle était verte ma vallée. C'est ça que je trouve très beau, quoi. Ah oui, le voile, c'est vrai. Ah bah je termine avec le voile. Mais en fait, c'est une histoire extrêmement courte. Donc, comme je vous le disais, on a pensé tout simplement que c'était une sorte de coup heureux du sort, qu'au moment de cette séquence-là. Parce que Ford est quelqu'un qui avait l'habitude de tourner relativement peu de prises. 2, 3 grand maximum. Il ne fait pas partie de ces cinéastes qui tournent 30, 40 prises jusqu'à avoir le moment, jusqu'à épuisement. C'est quelqu'un qui faisait un énorme travail à la fois de préparation, etc., qui dirigeait très peu les acteurs, il le disait lui-même, ou quand il dirigeait, c'est qu'ils étaient mauvais. Donc voilà, et donc cette séquence du voile, alors ce qui est beau, c'est qu'elle descend donc, et Ford veut, à ce moment-là, que le voile s'envole. Voilà, qui est ce mouvement-là, et donc ils vont refaire la prise pour ça exactement. Alors, il y a deux choses à mon avis dans ce voile-là. C'est il y a le moment où le voile d'abord ça crée un plan absolument magnifique, du point de vue de la dynamique, ça crée un truc dans le plan à la fois, comme, on pourrait dire qui est totalement imprévisible. Une fois que ça arrive dans le plan, on voit plus que ça, cette espèce de voile qui vole, etc. Ça crée le sentiment. Alors, à mon avis, l'analyse qu'on peut faire de ça, c'est que il y en a deux. La première, c'est que c'est le dernier moment de liberté de cette femme. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le voile s'envole, c'est son dernier moment de liberté. Et qui est-ce qui vient rabattre le voile? C'est le mari. La métaphore, elle est limpide. Donc, elle a eu 10 marches de liberté. Après, c'est fini. Bon. L'autre, évidemment, lecture qui serait une lecture plus mystique, c'est que son âme s'envole à ce moment-là. D'où le fait que quand Roddy McDowall, Hugh la récupère à la fin dans la maison, une maison où il n'y a que des morts, une maison mortifère, et il lui dit en gros, ce qu'il lui dit, on peut traduire très simplement, je te quitte, tu étais quelqu'un de vivant, généreux, ouvert, je te retrouve, tu es une zombie. Autrement dit, je te retrouve, tu es une mort vivante. Bah oui, parce que la vie est partie exactement à ce moment-là. Je pense que c'est le moment où l'étincelle de vie de ce personnage disparaît. Après, c'est plus qu'une statue, une poupée, quoi. Vous voyez ? Là, c'est l'Europe. Ça, c'est le voile européen. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr, bien entendu. Mais parce que ça, chez Ford, le voile, les châles, les draps, alors ça pourrait, les tapis.
Bon, oui, bien sûr, mais je pense que la grâce de ce que vous dites là, c'est qu'à ce niveau-là, pour être tout à fait honnête, à ce niveau-là, que on n'est pas loin du symbole. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, très bien. Mais je pense qu'il n'y aurait eu que ce plan-là. Ford n'avait pas filmé son idée. Voilà, oui, d'accord, oui, le voile, bon, ok. Bon. Là où c'est très très beau, à mon avis, le coup du voile au moment du mariage, à ce moment-là précis, alors que l'homme qu'elle aime au même moment et n'est plus qu'une silhouette, est presque un astre mort au fond du plan. La conjugaison, si vous voulez, tous ces éléments font vraiment le moment acmé, si vous voulez, de cette idée-là. Hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein, il y a le mouvement, il y a tout ce qui s'est passé avant, il y a la chorale qui chante difficilement, Marie qui enlève le voile, le côté quand même mystique et aérien par rapport à quelque chose qui va totalement, en l'occurrence du voile ou de l'âme, enfin peu importe, par rapport à ce qui va totalement l'écraser. Et puis la vraie raison de tout ça, c'est l'espèce d'astre mort qui est au plan et dont on sent la douleur alors qu'on ne distingue même pas son visage de loin. C'est quand même très fort. Hein, arriver à ressentir comment est-ce que Ford fait ressentir de façon extrêmement proche et extrêmement, on pourrait dire prégnante, quelque chose au fond qu'il ne filme que par la mise en scène et dans le plan, puisque le personnage ne vient pas l'incarner. La silhouette suffit. Et d'ailleurs, souvenez-vous quand même de la démarche de John Wayne dans les films de John Ford. Ford a été le seul qui a su tirer parti de la démarche de John Wayne. Hein, parce que je reviens quand même sur cette fin d'Après du désert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand John Wayne s'en va, vous savez, la démarche un peu claudicante de Wayne, qui est caractéristique. Vous voyez, bon, il n'y a pas tant que ça des acteurs, quand ils se mettent à marcher de dos, il se passe un truc. Je ne voudrais pas être désobligeant, mais bon, vous imaginez certains acteurs, il se passe... Bon, lui non. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais parce que je vous dis ça parce qu'il se peut que j'oublie, je vous en reparle plus. C'est que lorsque John Wayne retourne, ce qui est devenu donc peut-être une des séquences les plus mythiques de l'histoire du cinéma, il part évidemment dans Monument de Vallée. Et là, la porte se referme, générique, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, donc on retrouve la démarche de John Wayne qui, à ce moment-là, s'inscrit comme la démarche mythique de l'histoire de l'Ouest, tout simplement. Et John Wayne, à ce moment-là, il fait un geste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il prend son bras droit ou gauche, je ne sais plus, et il rattrape le coude de l'autre bras. Et il se déplace comme ça. Autrement dit, il n'a pas les bras ballants dans la fin d'Après du désert. Il a un bras qui tient l'autre, qui se déplace comme ça, qui est devenu la posture typique de John Wayne. Et à l'époque... Beaucoup, maintenant peut-être les gens s'en moquent un peu, mais à l'époque, dans les années 70, où des cinéastes ou des critiques, je pense des gens comme Bogdanovich ou autres, allaient voir Ford en disant mais pourquoi vous avez demandé à John Wayne de faire ce mouvement? Parce que évidemment chez Ford, tous les mouvements étaient prévus. On ne prenait pas son coude si Ford n'avait pas demandé qu'on prenne son coude. Et donc il le fait et il s'était mis d'accord avec John Wayne avant et John Wayne lui avait dit écoute, comme ce film-là, il n'était pas bête, John Wayne, il sentait que c'était quand même un film sur la fin de la fin de la fin. Bon. Et la fin de la fin de la fin, c'est la fin de l'espace américain, c'est la fin évidemment de cet Ouest, etc. Et c'est aussi la fin du western. Et il dit, j'ai envie, pour ce qui sera, en tout cas dans ta filmographie, le plan qui va être la fin du western, hein, j'ai envie de rendre hommage à celui qui a été, on pourrait dire, la première star du western parlant. Et cet homme, c'est Harry Carey Jr. Et donc, Harry Carey Jr. était connu parce que c'était sa posture favorite. Et donc, c'est une vraie... Alors là, on parlait de citation, c'est pas ça, on comprend rien à rien, mais c'est pas grave. C'est ça qui est beau aussi, faire des choses dont on sait pour nous, c'est important et les gens ne le comprennent pas, c'est pas grave. Pour moi, c'était important. Et John Wayne, à ce moment-là, avec John Ford, il dit évidemment, surtout que Ford avait tourné avec Harry Carey. Et il tournera avec son fils ensuite, le Harry Carey Jr., le rouquin, celui des trois Godfathers, je ne sais pas si vous vous souvenez, du Convoi des Braves. Un acteur rouquin qui jouait avec une tête de lune, qui jouait souvent dans les westerns de Ford, et pas uniquement d'ailleurs, c'est Harry Carey Jr., c'est le fils d'Harry Carey qui était le premier acteur du western, première star du western parlant. Et donc à la fin, John Wayne décide de reboucler la boucle, il dit oui mais le western il s'en va pas qu'avec moi. C'est moi. Ouais, John Wayne, non. Il s'en va aussi parce qu'on va reprendre l'origine, et donc je récapitule mon corps, récapitule aussi toute l'histoire du western, et vous savez bien qu'aux États-Unis, l'histoire de l'Ouest, c'est le western, et la frontière entre les deux, on a raconté l'histoire au moment où on faisait des westerns. Hein, on raconte l'un, évidemment, en filmant l'autre, de certaine façon. Et je trouve que cette fin d'Après du désert est très très belle aussi pour cette raison-là. Mais encore une fois, vous voyez, ça c'est typique que les gens qui à l'époque voient ça, sans doute ont plus en tête Harry Carey qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont plus vu ces films, ils l'ont en tête, etc., etc. Mais aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ont oublié ce personnage. Mais c'est pas grave. À l'époque où le film sort en 57, cette citation, elle est quand même, enfin cet hommage d'ailleurs,
parce que la femme d'Harry Carey était présente sur le tournage d'Après du désert. Et c'est sans doute ce qui a aussi donné l'idée à John Wayne. Il y a la femme de cette star avec laquelle était resté très ami John Ford était là au moment du tournage d'Après du désert. Et John Wayne a aussi voulu rendre à la fois hommage, sachant que la femme, sa veuve, regarderait évidemment cette séquence et comprendrait tout de suite que John Wayne rend hommage à son mari. Alors, non mais la couleur verte, c'est la couleur de la nostalgie. C'est-à-dire que en fait, pour comment dire, c'est évidemment pas une couleur qu'on voit évidemment, si vous voulez, dans le film, mais le vert, c'est ça. C'est-à-dire que le vert, à mon avis, dans le film, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de passé qu'on voudrait qu'il ait existé, mais en fait, qui n'a jamais existé tel qu'il a existé vraiment. En fait, on voudrait que ce soit l'image d'Épinal, et les 20 premières minutes du film. C'est pour ça que je trouve assez drôle qu'un film qui s'appelle Quand elle était verte, ma vallée, évidemment, on peut dire la vallée verte, très très bien, mais le fait qu'un film en noir et blanc mette le mot green en titre, c'est aussi évidemment intéressant. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont joué d'ailleurs avec ça, en mettant un titre de couleur sur un film en noir et blanc. Ah bah oui, mais vous voyez la couleur. La couleur, c'est une idée. Et on la chope en regardant le film. Et le vert, c'est ça. Le vert, c'est avant le tract. Voilà. Le vert, c'est avant le tract. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'élection régionale qui arrive. C'est finito ? Bon, chers amis, merci beaucoup de votre attention et rendez-vous dans un mois.